je disais, est-ce que tu peux imaginer que dans les rues d'Alger, il y a que des Algériens? Il me dit alors, je dis, mais tu te rends pas compte? Mais c'est angoissant. Mais que des Algériens. Mais vous vous rendez pas compte? Parce que vous vivez dans un pays où vous rencontrez Non, les Chinois, on les voit pas. Ils travaillent. Ils travaillent. On les voit pas, les Chinois. Non, on les voit pas. Il y a les Chinois travaillent, les Noirs se cachent, puisque sinon on les emmène à la frontière. Ouais, non. Il y a que des Algériens, je peux vous dire. Et ça, c'est, mais écoutez, je le dis parce qu'on est entre nous, mais mettez-vous dans cette idée-là. Ça fait longtemps que ça vous est pas arrivé. Quand vous allez en Algérie, est-ce que vous avez ça? Mais vous devez être tellement content d'être en Algérie. Marquez, j'en connais de plus en plus qui écourtent leur séjour. Hein. Hélas. Dans les avions. Dans les avions, il y a que des Algériens. De temps en temps, vous avez un homme d'affaires qui est en première classe, classe économique. Mais voilà. Et alors maintenant, vous savez, non, mais je vais pas rentrer dans les potins parce que c'est pas la peine. On le fera. C'est un standard aussi, non? Comment? C'est peut-être un standard que. Comment un standard? Un standard. C'est-à-dire que c'est une norme. Peut-être nous les Algériens. L'endogamie algérienne, mais on n'a rien inventé alors. Oui. Donc c'est pas la peine de parler de culture. Oui. Ni de patrimoine. On est des espèces anthropologiques, quoi. Oui. Mais on nous a formés aussi. Nous sommes des animaux anthropologiques, voilà, qui sont identifiés par leur anthropologie culturelle. Écoutez, quand même, on a envie d'autre chose. Mais on nous a formés comme ça, au niveau sociétal. Formaté aussi. Hein. Formaté, parce qu'on n'a pas formé. Puisqu'on parle d'éducation. Oui. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter parce que ça serait bien qu'on parle un peu. Je suis sûre que Mahmoud a des questions parce qu'il me provoque beaucoup quand on se rencontre. Donc, et c'est bien de parler. Mais pour finir, si vous voulez, je vais aller jusqu'à ce dont nous avons parlé déjà. Je vais évoquer devant vous quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre dans les conférences, évidemment. Donc, je vais vous parler de cette subjectivité, Et je voulais vous dire que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, sur, au fond, quel était cet obstacle? Qu'est-ce qui empêchait 20 millions d'Algérie dans la rue à renverser un gouvernement? Il y a quand même une question, une énigme. C'est plus une question. C'est un mystère, Mais les mystères s'expliquent parce que je reste fondamentalement politique. Et moi, j'essaye toujours de trouver une raison politique à un sujet de société. Voyez, c'est une manière d'avancer. Mais je pense. Alors, je vais vous parler de cinéma. Je vais parler de 2 films pour vous aider, pour vous dire quel est le cheminement de ma pensée. D'abord, vous avez tous vu En attendant Marguerite Latou. D'accord. Et vous savez que ce film, bon, après je vous dirai que je sors un livre là-dessus. Ça, je suis venue vendre un peu parce qu'il faut que j'ai un intérêt à venir ici. Sinon, voilà. Donc je vous parlerai de ça après. Mais là, d'abord, avant de parler de tout ça, vous savez, d'abord, vous avez vu que, et Mahmoud, je t'ai pas dit ça, mais au Marguerite Latou, le film commence, enfin, toute l'énigme, tout le drame du film, c'est qu'il trouve une cassette avec la voix d'une jeune fille et qu'il va essayer de retrouver la voix. Et comme tout le monde le sait, la voix, c'est l'âme. La voix, ça renvoie à l'âme. Et vous avez vu, j'espère, parce que si vous l'avez pas vu, j'ai beaucoup de peine pour vous, vous avez vu sans doute le film de Nahla, de Farouk Belloufa. Et alors, qu'est-ce qui se passe dedans? Et non, elle perd sa voix. Elle essaie de chanter, mais après... Elle perd sa voix. Les 2 films qui sont, et j'ajouterai un autre film, dans la Nouba, de Sia Djiba. Qu'est-ce qu'elle cherche, Sia Djiba? À rompre
le silence des femmes. Vous voyez, là, ça c'est des pistes quand même qu'on doit approfondir. Et je disais chez Gallimard, mais c'est une boutade parce que j'ai peur qu'on m'interdise de rentrer en France un jour parce que c'est là-bas que j'ai mon médecin, ma bibliothèque, là j'achète mes livres. Vous voyez, on est un peu encore colonisé. Hein. Mais j'avais envie d'écrire comment les Français m'ont mangé mon âme. Parce qu'au fond, c'est ça le problème. On s'est remis des terres spoliées, on s'est remis de tout. On a construit des routes, on a construit nos hôpitaux, on a tout récupéré. Mais est-ce qu'on a récupéré notre âme? Hein? D'abord, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'âme. Hein? Je pose quand même la question. Et ça, c'est très, très important. Dans le film d'Assia Djebar, et c'est un autre film, celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour ceux qui ont à peu près mon âge, il est passé quand même à la télévision dans les années 60-70, mais une fois. C'est La Zerda ou le chant de l'oubli. Qui l'a vu? Vous l'avez vu? Tu l'as vu? Mais enfin, il fallait vraiment avoir envie de le voir. Parce qu'il est passé une fois. Après, il a été tourné en 35 mm, la copie a disparu. Et ne circule qu'une version qui a été filmée sur une télévision. Vous voyez la qualité que ça peut être. Avec un sous-titrage allemand qui prend le tiers de l'écran. Et c'est un film absolument remarquable. Et d'ailleurs, je pars bientôt, j'ai plus le temps, mais si je reviens, je viens vous présenter le film. Ça sera peut-être pas idéal, on aura un petit écran, mais c'est pas important. Et alors, dans ce film, Assia montre comment, parce que il est fait pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont aucune idée du film. C'est un film qui a été fait avec des archives de l'INA, et ça a été un montage son et image. Et le son n'a rien à voir avec l'image, puisque elle va utiliser des images et des films de l'époque muette. Donc il n'y a pas de voilà. Et c'est donc elle va faire un montage et elle va mettre une bande son dans laquelle une grande partie est occupée par l'opéra qu'elle a écrit. Et je peux vous dire que je l'ai vu beaucoup de fois, ce film, j'ai écrit dessus, etc., etc. Mais que la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur une copie que m'a donnée une maison d'édition pour qui j'ai fait un petit travail. M'a dit, tiens, voilà, on te donne la copie du film. Et je l'ai passé, alors pour vous dire quand même que en Algérie, il y a des choses qui sont uniques, des espèces de diamants, comme ça, que vous trouvez, des perles, des diamants. Je suis allée faire une conférence à Oran, et il y a une association de jeunes qui s'appelle Plateau 79, je crois. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir présenter un film? J'ai dit oui, mais je présente La Zerda. Et ils m'ont emmené le présenter au théâtre d'Oran. Alors, la moitié des sièges sont cassés, hein, mais ils ont un appareil de sonorisation exceptionnel. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment entendu le son dans toute sa plénitude. Et là, j'ai compris d'abord la qualité du film au niveau cinéma. C'est très haut, c'est-à-dire la barre est très haute. Il faut s'accrocher. Et sur le plan émotionnel, alors, c'est 10 fois. Et j'étais devant, j'ai pas osé me retourner, je me suis dit, tout le monde est sorti. Ils ont pas tenu. Parce qu'il y avait une telle intensité dans ce film, avec cet opéra d'Assia, qui est chanté a cappella, parce qu'il n'a jamais été chanté, et tout le monde était resté. Mais tous les gens qui étaient là, et en particulier
une équipe qui m'avait invité et que j'avais pas trouvé très, enfin, je passe, elle avait été transfigurée. Transfigurée. Les gens étaient transfigurés par le film. Et dans ce film, ce qu'elle montre, ce que montre Assia, c'est comment le colonialisme a érasé l'âme, alors on emploie encore ce mot âme, la subjectivité des Algériens et des Algériennes. Comment on a transformé en folklore les derniers éléments qui avaient été sauvés de la violence de la colonisation, qui a tout détruit et qui s'est accaparé de tout, mais qui avait laissé des traces dans les mariages, dans les circoncisions, toutes ces manières d'être que l'on a. C'est ça la culture anthropologique. Et comment c'est transformé à ce moment-là en un folklore. Il y a une scène qui, moi, m'a presque donné envie de pleurer. Quand on voit les soldats faire une fantasia avec des armes à blanc, hein, devant des hommes qui les ont désarmés, au fond. Devant une tribune avec des militaires français, avec beaucoup de médailles, et puis quelques bachagas, évidemment, qui sont là, qui ont autant de médailles que les Français. Et là, vous vous rendez compte comment on nous a mis des balles à blanc. On peut pas tirer. Vous comprenez ce que je veux dire? On est une balle à blanc. C'est une image. Et bon, alors, elle a beaucoup de talent, hein, Assia Djeba. Elle peut dire, elle peut dire ce qu'elle veut. Hein. Et elle a beaucoup travaillé sur cette question. Et c'est un film absolument remarquable. C'est lui qui m'a conduit, si vous voulez, avec Nahla et avec Omar Guetlatou, à cette idée que les Algériens sont plongés dans un grand silence. Par exemple, dire je t'aime, c'est toute une affaire. Nommer sa femme, même par son prénom, je dis même pas chérie, hein, son prénom, c'est toute une affaire. C'est-à-dire, et quand je dis que c'est une affaire, je me moque pas de... C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez en train, vous vouliez nager à contre-courant, hein, dans une mer déchaînée. C'est exactement ça. Et enfin, en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Bah, Mon père, moi, il n'a jamais appelé ma mère. Par son prénom. Hey, jamais il dit même pas le prénom. Non, le prénom, c'est... Ah là là. Et nous, les jeunes, quand même, on était âgés. Mon père, 88 ans, j'avais 40 ans. Je ne pouvais même pas me raser devant lui. Je me cachais pour me raser. Et les yeux baissés? Il n'a jamais, il a parlé avec moi ou il a insinué quelque chose ou de ne pas me raser. Je ne sais pas d'où il est venu. C'est le pays de la honte. C'est bizarre. C'est une société qui est basée sur la honte. C'est une société basée sur la honte. Et alors les femmes, vous êtes un homme, mais alors pour les femmes, c'est terrifiant. Parce que c'est elles qui sont un danger pour la honte. La femme, c'est par elle qu'arrive la honte. Et on peut expliquer toute la condition des femmes à travers cette idée. Alors la virginité, toutes ces questions-là. Mais même sans parler de la question de la honte, Mais ça, c'est encore une question supplémentaire. Parce que je pense que ça vient, si vous voulez, dans des sociétés au fond, qui vivaient sous le regard les uns des autres. Par exemple, quand vous êtes dans un village, vous savez, les rues sont habitées que par les mêmes membres de la famille. Avant, maintenant ça a changé, mais parce que maintenant la famille c'est des familles distanciées, c'est plus cette famille. Mais avant, par exemple, on me disait en Kabylie les femmes se voilent pas. J'ai dit oui, mais personne ne les voit parce que dès qu'il y a un étranger qui arrive, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, peut-être plus maintenant, mais c'est comme ça que ça se passait. Et c'est vraiment c'est ça les éléments de notre culture. Oui, c'est ça les éléments de la culture. Contre lesquels il faut lutter. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai des amis qui sont venus
me faire des remarques comme ça très sévères parce que j'étais contre le voile. Hein. Ils sont venus me faire vraiment des remarques. J'ai dit d'abord, vous êtes française et vous me parlez du voile à moi. C'est elles qui vont m'expliquer ce que c'est que le voile, par exemple. Mais en même temps, c'est une question, si vous voulez. Et elle me parlait de culture quand elle parlait du voile. Et j'ai dit, attendez, vous êtes avec moi, vous êtes féministe, je suis féministe. Vous êtes avec moi ou vous êtes avec ma culture? Entre guillemets. Parce que moi, je suis contre cette culture. Si c'est ça la culture, je suis contre la culture. Vous comprenez? Alors, j'espère que je vous choque pas, hein. Mais c'était un combat permanent, constant, que j'ai commencé peut-être à l'âge de 13 ans. Le jour où je suis allée pour prendre la grosse part du gâteau, je le raconte dans une éducation algérienne, on était à la ferme et on avait fait un gâteau. Et la cuisinière avait coupé le gâteau en deux. Il y avait un gros morceau et un petit morceau. Moi, je prends le gros morceau. Elle me dit non, c'est pour ton frère. Ah bon? Il avait 1 an ou 2 ans de moins que moi. Et je vais voir mon père. Je lui dis, il paraît que c'est les garçons qui prennent les gros morceaux de gâteau. Ah, il m'a dit non, les filles ont les mêmes droits que les garçons. Mais il l'a dit comme ça, parce qu'il lisait le journal et il n'a pas fait un cours de... Ah non, j'ai eu pas que ça. Et c'est pour vous dire que dans le film d'Assia Djebar, où elle montre comment au fond la conquête coloniale, on connaît les faits, on reprend les faits historiques, le nombre de morts, les révoltes, etc. Mais on ne s'intéresse pas assez à cette conquête de l'âme, entre guillemets, hein. Après, s'il y a quelqu'un qui a un mot plus approprié, je le prends. Mais à cette destruction de la subjectivité. Alors, je vous ai parlé de Assia Djebar, mais dans Omar Guetlato, par exemple. Omar Guetlato, avec tous ses amis, ils arrivent à trouver cette jeune fille. Et il y a cette scène terrible où il est d'un côté du trottoir, elle est de l'autre côté. Lui, il sait qui elle est. Lui sait qui elle est. Elle ne sait pas qui il est, et elle le regarde comme ça, elle cherche, et lui, il ne peut pas traverser la rue. Il ne peut pas lui dire « je t'aime ». Et c'est ses copains qui le reprennent. Après, il y a cette soirée où il se saoule avec son copain, et c'est ce qui a fait dire quand le ministre de la Culture a vu cette scène. Il était très frappé par le film, il le trouvait très très bien, mais il lui dit mais il y a une chose qui me dérange. Pourquoi vous leur faites boire de la bière? Et Merzac, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un personnage que j'adore, il a dit, mais c'est parce qu'on y boive de la bière, monsieur, c'est tout. C'est-à-dire, on va pas faire des grandes discussions. Les Algériens boivent de la bière. Et donc, il y a de la bière dans le film, voilà. Et le film de, un autre film plus récent, alors celui-là, qui a été fait par une jeune femme dont la mère est palestinienne, et le père algérien. Alors, sa mère palestinienne, j'oublie toujours son nom, c'est cette grande artiste palestinienne, j'oublie toujours. Et son père, c'est un artiste algérien, Salem, Khaled Salem, je crois qu'il s'appelle, un artiste de théâtre. Et tu vas retrouver, regarde, et ça s'appelle L'heure Algérie. Swalem. Vous avez vu L'heure Algérie? Qui a vu L'heure Algérie? Personne n'a été le voir? Lina. Alors Lina Swalem, elle est venue en résidence aux Ateliers Sauvages et je lui avais donné, j'avais créé une bourse pour le cinéma qui s'appelait la bourse Hafid Tamzali, du nom de mon père. Et quand elle est venue me voir, j'ai dit mais ta mère est palestinienne, ton père algérien, pourquoi tu fais un film sur ta famille algérienne? Elle m'a dit parce que je sais tout de ma famille palestinienne et je ne sais rien de ma famille algérienne. Et elle fait un film sur ses grands-parents, qui sont des ouvriers. Son grand-père est un ouvrier, qui va émigrer dans une petite ville en Auvergne, et qui va être coutelier, pour faire des couteaux. Et sa famille, donc, s'installe dans cette petite ville française,
Et ses grands-parents, ils ont à peu près, c'est des vieillards, ils ont 80 ans, et ils décident de se séparer. Et donc, de divorcer à 80 ans. Et le père va habiter une aile du même immeuble que la mère, que sa femme. Et sa femme continue à lui faire la cuisine tous les jours, elle lui apporter à manger. Mais ils ont divorcé. Et donc, mon amie Lina, elle fait toute une enquête sur son père et sa grand-mère, son grand-père. Et à un moment donné, elle leur dit, mais pourquoi vous vous êtes séparés à 85 ans alors qu'ils habitent, il est resté, il n'est pas loin, alors ils ne savent répondre aux questions de la vie, aux questions sérieuses, ils ne savent répondre que je ne sais pas. Mais tu as quand même quelque chose à dire. Tu as quitté grand-père. Et puis tu lui fais la cuisine tous les jours. Mais alors tu l'aimes. Et elle part. Alors là, elle est tellement gênée par le mot tu l'aimes qu'elle rit, elle fait elle est tellement gênée. Elle a tellement honte de ce mot qu'elle rit. Elle va voir le grand-père. Elle lui dit, mais pourquoi tu as quitté grand-mère? Mais pourquoi vous vous êtes quittés? Je sais pas. Et elle lui dit, mais pourquoi tu es venu ici? Elle lui dit, je sais pas. C'est-à-dire, pourquoi il a quitté son village pour venir là, je sais plus où, en Auvergne, pour faire des couteaux. Il sait pas. Il ne sait pas. Et quand elle est avec son père, alors le père, qui est quand même un comédien très connu en France, hein, le père parle de l'Algérie, elle lui dit à un moment donné, c'est un film formidable, elle lui dit, mais toi tu vas jamais en Algérie, alors arrête de parler de l'Algérie. Il lui fait, quand on est algérien, on est algérien. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'aller en Algérie. Il est né en France, hein. Il va jamais en Algérie, mais il est algérien. Voilà. Et il veut pas en démordre, voilà. C'est pour vous dire. Et dans ce film-là, quand on voit la vie de ce couple, on a vraiment, moi j'ai eu le sentiment en les voyant que sous l'Algérie, il y a une grande clavicule vide, un vide énorme qu'on n'arrive pas à remplir. Vous voyez, c'est pour ça que bon, les gens parlent d'identité, ils parlent de toutes ces choses-là, mais en réalité, mettent pas l'accent sur les vrais problèmes. L'identité, c'est pas tellement l'identité, c'est ce qu'on est vraiment, c'est cette subjectivité. Il y a un philosophe français que j'aime beaucoup, que certains d'entre vous ont dû lire, c'est Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dit l'identité est toujours narratif. Pour dire ce que je suis, il faut que je raconte ce que j'ai fait. C'est ça l'identité. C'est pas je suis ça, comme un bloc. Vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai ouvert les ateliers. Et c'est pour ça que je m'intéresse à la culture. Voilà. Je vais m'arrêter. Merci.